Buenas tardes a todos, bienvenidas al Instituto Francés de Madrid. Sabéis que hay un pequeño evento en Madrid en este momento que se llama la COP25 y no podíamos no participar de esta movilización muy importante a favor de la lucha contra el cambio climático. Por supuesto, Francia, España y toda Europa están muy movilizadas en torno a este problema tan importante para el futuro del planeta. Esta noche tenemos el gran placer de acoger para una mesa redonda sobre este tema a nuestros dos invitados, Pierre Larrouturou y Jean Jouzel. Pierre Larrouturou, diputado europeo y también fundador de un colectivo, el Pacto para la Financiación del Clima, y Jean Jouzel, climatólogo muy importante y también que hizo parte fue vicepresidente del ICC, el panel intergubernamental sobre el cambio climático. Y para moderar esta mesa tenemos inmensa suerte de contar con Juan Cho, nuestro gran activista, creo el más importante activista ecologista de España, que ha sido director de Greenpeace en España y que continúa incansablemente su lucha para una mejora del cuidado que tenemos para el planeta. Dejo la palabra a Juan Cho y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Buenas tardes y bienvenidos a este debate que sin duda es oportuno. Efectivamente, hace ya unos días empezó en Madrid la COP25, la cumbre número 25 de gobiernos del proceso contra el cambio climático, el proceso legal contra el cambio climático. Además, coincide este debate hoy con la presentación por parte de la presidenta de la Comisión Europea, precisamente con su propuesta de Green New Deal, así que no puede ser más oportuno en medio de la cumbre y en el día en que se presenta esta propuesta europea. Creo que a lo largo de esta tarde vamos a intentar desgranar la situación en la que estamos, tanto desde el punto de vista científico con Jean Jouzel, que es efectivamente el miembro del panel intergubernamental de cambio climático y por lo tanto que nos puede dar todas las claves sobre la realidad de nuestro planeta desde el punto de vista científico. Creo que es un lujo poder contar con él hoy aquí. Es doctor en física y glaciólogo y por lo tanto uno de los pioneros en el descubrimiento de la acumulación de CO2 en la atmósfera y creo que, bueno, pues como digo, una persona clave para entender lo que está pasando en la Tierra, así que estoy seguro que vamos a tener un debate interesante, ¿no? Y luego también tenemos a Pierre Larrouturou, que su visión lógicamente es más política, está como yo en el mundo de la política, aunque él de formación es ingeniero agrónomo. Y bueno, juntos han elaborado este libro que precisamente hoy cobra toda su actualidad, ¿no? Un pacto europeo por el clima. Justamente de eso es de lo que hoy se está hablando en Europa y no cabe duda de que el debate pues va a ser interesante. Lo vamos a organizar de la siguiente manera. Primero ellos van a hacer una presentación conjunta de sus propuestas y luego posteriormente haremos un pequeño diálogo aquí entre los tres y por supuesto posteriormente abierto a todos ustedes. Espero que el debate sea interesante, o sea que yo sin más les doy la palabra y no sé si bajarme para poder ver la presentación porque creo que tienen ustedes una presentación. Non, comme vous voulez. Bonsoir. Merci beaucoup Raoul, de cette
introduction. Donc effectivement, nous allons présenter avec Pierre. Donc c'est le titre proposé par Pierre Dautoro. On va voir le résultat, ce que peut faire l'Europe face au climat. Donc de mon côté, je vais vous dire quelques mots sur la réalité du changement climatique. Voilà, donc en fait, les 5 dernières années ont été les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. Donc 2018-2019 ont également 2 années chaudes. Et en fait, ce n'est pas une surprise, hein, ce réchauffement, puisque ce que nous avons fait, disons, à travers nos activités, nous avons modifié la composition de l'atmosphère. En fait, nous avons pratiquement 40% de plus de gaz carbonique qu'il y a 200 ans, plus que doublé pour le méthane, plus 20% pour le protoxyde d'azote. Alors pourquoi mettre en avant ces composés? Eh bien simplement parce que ce sont des gaz à effet de serre. En fait, leur propriété, c'est de piéger une partie du rayonnement solaire lorsqu'ils ont été réfléchis à la surface de la planète, si bien que l'effet de serre est quelque chose de bénéfique, mais son augmentation nous pose problème, puisqu'elle correspond à une augmentation de l'énergie disponible pour assurer l'équilibre thermique des différentes composantes, l'atmosphère, l'océan de surface. Voilà, en gros, de façon un peu simpliste, on a augmenté le chauffage par nos activités, la quantité d'énergie disponible d'à peu près 1%. Alors, ce qui est important, c'est que... Non, trop vite là. Hop. Ce qui est important, c'est que en fait, ce qui est important, c'est que de cette chaleur supplémentaire, l'essentiel va dans l'océan, 93% dans l'océan. Il est intéressant de regarder ce qui se passe dans l'océan. Et en fait, l'élévation du niveau de la mer, voilà, qui est à peu près un peu plus de 3 mm chaque année, témoigne du réchauffement climatique. Donc, en fait, cette élévation du niveau de la mer, donc 93% de l'énergie supplémentaire vont dans l'océan, et cette élévation du niveau de la mer, eh bien, elle résulte pour 1/3 du réchauffement de l'océan qui se dilate. Et puis, l'essentiel du reste, c'est lié à la fonte des calottes glaciaires. Donc, les glaciers de nos régions, enfin les glaciers continentaux, mais depuis une trentaine d'années, ou en tout cas depuis les années 90, eh bien, le Groenland et l'Antarctique. Donc en fait, à travers cette élévation du niveau de la mer, nous avons un double témoignage du réchauffement climatique, le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces. Donc c'est ce qui nous amène à dire que le réchauffement est sans équivoque, pour nous c'est une certitude, et il est aussi, disons, on montre de façon très claire que le réchauffement que nous vivons depuis le milieu du XXe siècle, eh bien, est largement lié aux activités humaines. En fait, on peut en expliquer, donc c'est à peu près 8/10 de degré, on peut l'expliquer entièrement par les activités humaines, alors que les causes naturelles du réchauffement climatique, l'activité solaire, l'activité volcanique, ne peuvent expliquer que de l'ordre de 1/10 de degré. Donc nous sommes vraiment dans un monde où nous avons modifié le climat. Bien sûr, ce vers quoi nous allons dépend des quantités de gaz à effet de serre que nous émettrons dans l'atmosphère. Si rien n'était fait pour, disons, lutter contre le réchauffement climatique, c'est ce vers quoi nous irions à la fin du siècle. En fait, des réchauffements moyens de 4 à 5 degrés, avec, vous voyez, plus important sur les continents, moins important sur l'océan, sur les océans, et pratiquement 2 fois plus important dans les hautes latitudes de l'Arctique, ce qui est déjà observé. Donc, voici ce vers quoi nous irions, et je vais vous dire en quelques mots qu'il faut tout faire pour éviter, disons, de ne rien faire, c'est clair. Donc, en fait, si nous allons vers
Le réchauffement, on parle d'un scénario émetteur. Donc ce scénario émetteur nous met sur des trajectoires de 4 à 5 degrés à la fin du siècle, qui en fait ne seraient pas stabilisées. Et si nous regardons les conséquences, eh bien, en fait, on les classe ici en 5 catégories, avec un niveau de risque depuis indétectable jusqu'à élevé, très élevé. Et quelle que soit la catégorie de risque vers laquelle on se tourne, eh bien, les conséquences, si on va vers 4 à 5 degrés, sont très élevées. Donc les risques, on va parler d'acidification de l'océan, puisque, disons, l'océan capte à peu près un quart du CO2 chaque année, il s'acidifie, et cette acidification, en fait, elle pourrait avoir dans ce cas-là, disons, l'acidité de l'océan pourrait avoir doublé à la fin du siècle par rapport à ce qu'elle était au début du siècle dernier, avec des conséquences en particulier sur les récifs coralliens et tout ce qui se forme à partir de calcite, de calcaire. Donc des conséquences importantes pour la vie océanique au sens large. Les extrêmes climatiques qui deviendraient plus extrêmes, alors on va parler je vous montrerai quelques exemples, on va parler de sécheresse, d'inondations, de canicules, de cyclones. Voilà, donc les populations seraient affectées également à travers, évidemment, la sécurité alimentaire, aurait du mal à être assurée dans certaines régions, avec comme conséquence des migrations, disons, la sécurité au sens, il y a un risque d'accroissement de conflits avec le réchauffement climatique dans certaines régions, donc voilà. Et puis, ce réchauffement climatique, eh bien, il affecte aussi les autres problèmes environnementaux. Nous sommes, la perte de biodiversité est déjà très importante, elle serait exacerbée par le réchauffement climatique, la modification des écosystèmes également, mais aussi les problèmes de santé et d'environnement qui sont déjà bien là, en tout cas pour certains, eh bien, seraient exacerbés avec le réchauffement climatique et globalement tous les problèmes liés à la pollution. Ensuite, il y a des problèmes irréversibles comme l'élévation du niveau de la mer. Dans ce cas-là, au moins 1 mètre à la fin du siècle, de l'ordre de 1 mètre à la fin du siècle, mais plutôt 3 mètres à la fin du siècle prochain, et puis le risque à échelle millénaire de fonte du Groenland à échéance de plusieurs siècles, voire d'un millénaire, et ça c'est 7 mètres supplémentaires d'élévation du niveau de la mer. Donc des conséquences importantes, et donc aussi la fonte du permafrost, de ces sols gelés, qui contiennent aussi des gaz à effet de serre. Donc, ce qui est important aussi, c'est que par rapport aux populations, eh bien, le réchauffement climatique, sa première conséquence, si on regarde ces conséquences non pas une par une, comme je viens de le faire, mais plutôt dans leur ensemble, eh bien, c'est le risque d'accroissement des inégalités. En fait, les régions les plus vulnérables par rapport au réchauffement climatique, eh bien, sont déjà des régions qui sont généralement pauvres, et donc le risque d'accroissement de l'inégalité est bien là, mais il est aussi dans les pays riches. Par exemple, eh bien, aussi bien dans les conséquences du réchauffement climatique, généralement, ce sont les couches les plus modestes de la population, y compris dans nos pays européens, qui sont les plus vulnérables, et aussi, c'est ce qu'on a vécu en France au cours de la dernière année, eh bien, certaines mesures prises pour lutter contre le réchauffement climatique peuvent être profondément inégalitaires. Donc ça a été le cas en France d'augmentation de la taxe carbone, la façon dont c'était fait, eh bien, était assez inégalitaire. Ce sont les couches les plus modestes de la population qui, tout au moins de façon relative, eh bien, sont disons, les plus affectées. Donc voilà, il y a toute une série de conséquences très importantes par rapport au réchauffement climatique. Donc voilà, l'élévation du niveau de la mer, je vais en évoquer assez rapidement. Le problème de la biodiversité, vous voyez par exemple, là vous avez, on a en fait des espèces de faune, soit faune, soit flore, des grandes catégories. Vous voyez les pictogrammes, hein, mais pour la moitié des espèces, par exemple les arbres ou les rongeurs, eh bien leur vitesse de déplacement serait inférieure à la fin du siècle à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc on voit bien la difficulté, ou sinon l'impossibilité de ces espèces à s'adapter à un réchauffement climatique qui serait très important. Donc les rendements agricoles, donc on a le sentiment que certaines régions peuvent gagner en termes de productivité agricole. Alors c'est vrai,
Il y a des régions qui gagnent, mais ce qu'on oublie quelquefois, c'est qu'il y a des régions qui perdent. Et en fait, là, les régions qui perdent sont en jaune et marron, les régions qui gagnent en bleu. Voilà, donc on voit que, par exemple, sur la prochaine décennie, eh bien, les régions qui gagnent et les régions qui perdent sont pratiquement équilibrées. Et puis, à mesure que le réchauffement climatique se met en place, devient de plus en plus important, il y a les régions qui perdent, en termes de productivité agricole, prennent le pas sur les régions qui gagnent. Donc, globalement, le réchauffement climatique aura des conséquences négatives sur la productivité agricole et donc sur notre alimentation. Donc, si on regarde maintenant les événements climatiques, on a les pics, bien sûr, des records de chaleur. Je pense qu'en France, on était très surpris d'avoir un record de chaleur battu cette année, 46 degrés. Alors, bien sûr, en Espagne, vous êtes habitués à ces températures. Mais voilà, les records de température sont battus année après année. C'est un peu logique, puisque en gros, les records de température augmentent 2 fois plus rapidement que les températures moyennes. C'est une observation. Et ces records de température eh bien, sont appelés à augmenter encore plus rapidement, enfin, disons, à mesure que le réchauffement climatique se met en place. Ce qui est tout aussi important, ce sont les précipitations. Et donc, si on regarde, voilà ici, par exemple, donc là, vous voyez, c'est l'Europe, l'Espagne est ici. Alors, l'hiver, c'est plutôt en vert, ce sont des augmentations de précipitations. Donc, ça, c'est plutôt pour l'hiver. Donc, moins de précipitations en particulier sur le pourtour méditerranéen, mais c'est surtout marqué l'été. La diminution des précipitations peut être très importante l'été, alors vous avez du mal à lire, jusqu'à une division par 2 dans certaines régions. Donc, les précipitations augmentent l'hiver sur le nord de l'Europe, ça n'a aucun intérêt, sauf d'augmenter le risque d'inondation. Par contre, là, c'est, disons, la diminution des précipitations, combinée avec l'augmentation de l'évaporation, eh bien, rend les ressources en eau difficiles, des conséquences sur l'agriculture, évidemment sur les flux migratoires, puisque toutes ces régions auront du mal à assurer la sécurité alimentaire de leurs habitants, le nord de l'Afrique, voilà, et les risques de feux de forêt. Voilà, donc en fait, j'aurais pu vous montrer, donc c'est ce qui se passe en France. Quand on regarde les débits des rivières, même d'ici 30 ans, 30-40 ans, eh bien, elles pourraient diminuer considérablement. Dans le sud de la France, c'est pratiquement divisé par 2 les débits d'été, ce qu'on appelle les débits d'étiage. Donc il y a vraiment des conséquences sur les disponibilités en eau très importantes, et j'imagine que pour l'Espagne, c'est à peu près pareil. Des risques de feux de forêt, en fait, donc là c'est l'Europe, avec les risques de feux de forêt. Il y a voilà, 5 niveaux de risque. Alors les zones en rouge sont les régions où les risques sont maximum. En fait, ça c'est pour 2050. Si je montre la carte disons actuelle, en fait l'Espagne est déjà à risque, et vous le savez très bien, complètement, disons, est une région à risque de feux de forêt, le Portugal également, le sud de la France également. Mais ce qui est surprenant, enfin, donc, disons, par exemple, toute cette partie de la France, le centre et l'ouest de la France, deviendraient un risque, et puis même certaines régions du nord de l'Europe, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc ça change beaucoup les risques par rapport aux feux de forêt en cas de réchauffement climatique. Donc là, c'est pour les problèmes de santé. En fait, les extrêmes climatiques. Si on regarde actuellement en Europe, les extrêmes climatiques, il y a à peu près en moyenne 1 Européen sur 20 qui chaque année fait face à un extrême climatique. Alors en Europe, ça va être une sécheresse, inondation ou bien vague de chaleur. D'accord, ça. Et en fait, dans un climat à plus 3 degrés, eh bien, il y aurait 2 Européens sur 3 à faire face chaque année, en moyenne, à un tel événement climatique extrême. Donc avec des conséquences en particulier sur la santé. Alors, chaque année en moyenne actuellement, disons 2003 était une année exceptionnelle, mais il y a à peu près 3000 décès liés au réchauffement climatique, largement l'essentiel à cause des vagues de chaleur.
et cela pourrait être multiplié par 30 ou 40 et dépasser régulièrement 100 000 décès chaque année au niveau de l'Europe par rapport, disons, à cause de phénomènes climatiques extrêmes, en particulier des vagues de chaleur. Donc tout ça pour dire que, bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est ne rien faire n'est pas la solution. Tout ce que je vous ai dit jusque-là, c'est ce qui arriverait si nous ne faisons rien pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, je crois que ce qu'on en déduit, évidemment, c'est pour ça que la COP25 se tient ici, bien sûr, c'est que ce qu'il faut faire, c'est limiter le réchauffement climatique. Et l'accord de Paris, en gros, s'accorde sur ce qu'on appelle ici un scénario sobre, donc limiter le réchauffement climatique à 2 degrés par rapport au plan industriel, voire 1,5 degré. En fait, on a déjà pris 1 degré par rapport au plan industriel, ça veut dire 1 degré de plus qu'aujourd'hui, 2 degrés. Donc voilà, donc c'est très clair, c'est ce qu'il faut faire, parce que si on y arrive, eh bien vous voyez, donc les effets du réchauffement climatique sont soit indétectables, soit moyens. Donc bien sûr, il y aura des conséquences. 1 degré de plus, c'est important. Mais l'idée, c'est que si on limite le réchauffement climatique, eh bien, je dirais que les jeunes d'aujourd'hui pourront s'y adapter dans la deuxième partie de ce siècle. C'est ça l'idée, mais nous nous prenons un peu trop tard, puisque si on veut limiter à 2 degrés, nous n'avons plus que 15 à 20 ans d'émissions d'utilisation des combustibles fossiles au rythme d'aujourd'hui. Je ne vous ai pas commenté, mais ce sont les combustibles fossiles qui, pour les 2 tiers, contribuent à l'augmentation de l'effet de serre. Et pour 1,5 degré, eh bien, nous n'avons plus que 10 à 15 ans d'utilisation des combustibles fossiles au rythme d'aujourd'hui. Et en fait, 1,5 degré, ça compte. C'est un peu ce que nous dit le dernier rapport du GIEC. En fait, disons, si on va à 2 degrés plutôt qu'à 1,5 degré, eh bien, il y aura plus d'événements extrêmes, plus la perte de biodiversité sera plus importante. On craint qu'au-delà de 2 degrés, l'ensemble des récifs coralliens ne soit affecté dans la région tropicale équatoriale. L'élévation du niveau de la mer sera plus importante. La productivité agricole serait plus affectée à 2 degrés qu'à 1,5 degré. Voilà. La conclusion, c'est que chaque année compte, chaque décision compte, et vraiment 1,5 degré, ça compte. C'est ça, disons, je crois, l'enseignement de ce rapport du GIEC qui a été publié l'an dernier. Donc, je dirais que du point de vue du climatologue, alors, nous avons tout intérêt à faire passer, alors je vais commenter celle-là, nous avons tout intérêt à tout faire pour que le réchauffement climatique n'excède pas 1,5 degré par rapport à aujourd'hui. Il y a de bons arguments, mais vous voyez, la difficulté est là, puisque pour rester autour de, disons, d'un demi-degré, alors, on va parler en termes, en gros, on est en fait actuellement à 54 milliards de tonnes d'équivalent CO2, 42 milliards de CO2, 43, et puis à peu près on ajoute 10 à 12 milliards liés aux autres gaz à effet de serre. Donc si nous ne faisons rien, en 2030, nous irions vers 65 milliards. Avec les engagements de l'accord de Paris, on a des chances d'atterrir à 55 milliards. Voilà, si tous les engagements sont respectés. Mais en fait, il faudrait passer à 40 milliards en 2030 pour avoir des chances de rester autour de 2 degrés et pratiquement divisé par 2, entre 25 et 30, pour avoir des chances de rester autour d'1,5 degré. En fait, il y a un rapport récent qui montre que si on voulait rester autour de 1,5 degré, on voit bien la difficulté, sinon l'impossibilité, il faudrait diminuer notre utilisation de combustibles fossiles, globalement les émissions de gaz à effet de serre, de plus de 7% chaque année, entre 2020 et 2030. Et on n'en a pas fini pour autant, puisqu'il faudrait pour 1,5 degré, neutralité carbone à l'horizon 2050, et Pierre va en parler, puisque c'est l'objectif de l'Europe. Voilà, et donc c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à respecter. Voilà, mais je pense que ce qu'il faut faire, évidemment, c'est agir. Et voilà ce qu'on fait au niveau français, mais je vais donner la parole à Pierre rapidement pour qu'il nous parle du niveau européen. Voilà, donc je pense que les chiffres sont un peu différents pour l'Espagne, mais pas très. En France, le premier contributeur, c'est
la mobilité. Ensuite, nous avons l'industrie, l'habitat et l'alimentation, l'agriculture autour de 20%, l'énergie et les déchets. Il faut bien sûr agir sur ces, disons, sur toutes ces contributions. Voilà, et donc c'est de l'efficacité énergétique, mais je crois aussi de la sobriété et c'est ce que Pierre va vous dire, je crois aussi la nécessité d'investissement. Voilà, donc merci à Pierre de prendre le relais. Merci beaucoup Jean, merci à tous ceux et celles qui ont organisé cette rencontre. Oui, donc c'est un chantier colossal. Si on veut diviser par deux, si on veut rattraper le temps perdu, il y a un livre qui est sorti cet été qui vraiment fait peur. C'est une enquête faite par un journaliste américain qui a enquêté pendant 1 an et qui montre comment, en fait, dans les années 70, il y avait déjà un consensus des scientifiques. C'était les plus grands scientifiques américains, le conseil scientifique de Kennedy, le conseil scientifique de Johnson, qui avait travaillé avec d'autres et qui avait remis un rapport en 1979, il y a 40 ans, à la Maison-Blanche. Il y a eu des auditions au Sénat, à la une du New York Times, on voyait la courbe du CO2, et donc il y avait déjà un consensus des scientifiques, et c'est au moment où les scientifiques français, espagnols déjà disaient à peu près la même chose. Et puis on voit comment, tout d'un coup, il y a Ronald Reagan qui arrive à la Maison-Blanche, et avec Ronald Reagan, il y a le lobby de Total, de Exxon, qui explique que peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas trop, voilà. Donc il y a des gens qui se battaient à Greenpeace ou ailleurs, Juan Lopez était sans doute de ceux qui se battaient déjà pour dire la vérité et pour qu'on change nos comportements, mais on a perdu 40 ans. Quand vous lisez ce livre, c'est très très documenté, on voit qu'on a perdu 40 ans, donc maintenant il faut rattraper le temps perdu, et l'engagement, et ça a été voté aujourd'hui au Parlement européen, c'est d'arriver à diviser par 2 nos émissions de CO2 d'ici 10 ans, c'est dans 2030, c'est demain. Donc ça veut dire un effort très important sur les transports, donc en France ou en Espagne, c'est les transports qui sont la première source de CO2, parce qu'on a une alimentation qui a fait des milliers de kilomètres. Quand j'étais petit, on mangeait surtout des choses qui venaient de proximité, et puis on mangeait moins de viande, tandis que maintenant on a une alimentation qui a fait des milliers de kilomètres. On prend tous nos voitures, souvent pour aller au travail, parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Les voitures sont 3 fois plus lourdes. Autrefois, une voiture c'était 500 kg pour transporter 1 ou 2 personnes. Maintenant, les voitures sont beaucoup plus lourdes. Donc c'est d'abord les transports, c'est l'industrie, c'est l'agriculture, c'est l'habitat. Chez nous, en France, le ministre Nicolas Hulot a démissionné parce qu'il disait « je voulais 7 milliards chaque année », 1 milliard en espagnol, 7 000 millions, je voulais 7 000 millions chaque année pour isoler les bâtiments, en commençant par les plus précaires, on a dit que ce n'était pas possible. Donc la bonne nouvelle, c'est que maintenant, il n'y a aucun doute sur le consensus. Maintenant, il n'y a plus personne qui conteste, hélas, la réalité du réchauffement et le fait qu'à plus de 95%, il vient des activités humaines. Le reste, c'est juste parce que notre planète ne tourne pas de façon tout à fait parfaite autour du Soleil. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. On sait d'où vient le problème, et ce n'est pas une fatalité. C'est pas comme la fin des dinosaures, les pauvres dinosaures. La fin des dinosaures, c'est une météorite qui arrive, c'est un truc de 10 km de long qui fracture le sol, il y a des volcans qui se mettent à cracher du feu, des cochonneries, la chlorophylle ne peut plus faire son boulot. Donc les pauvres dinosaures, ils ne sont pas responsables du problème, et même s'ils avaient eu un cerveau plus développé, c'est pas tous des génies, on peut le dire maintenant, mais même s'ils avaient eu un cerveau plus développé, ils ne pouvaient rien faire. C'était foutu. Dès la première minute, quand la météorite arrive, c'est la fin des dinosaures. Par contre, nous, il n'y a pas de fatalité, c'est nous qui sommes responsables de toutes ces émissions de CO2, et il est encore possible d'agir. Il faut qu'on se donne les moyens, c'est un chantier gigantesque. Si on veut développer d'autres transports, si on veut isoler toutes nos maisons, c'est un chantier gigantesque. C'est pour ça qu'on propose un vrai plan de financement. Globalement, il y a un rapport qui est encore sorti aujourd'hui, enfin c'est Franz Zimmermann, le responsable du Green Deal, qui dit qu'il manque au moins 300 milliards chaque année, que si on veut effectivement isoler toutes les maisons, isoler toutes les écoles, les théâtres, si on veut développer des transports en commun, si on veut aider les agriculteurs à changer leurs pratiques, la Commission européenne sortante, quand elle avait l'objectif plus limité, quand l'objectif était seulement de réduire de 40% des émissions, la Commission disait qu'il manque 300 milliards chaque année. Et maintenant que l'ambition est plus forte, il manque 400 ou 500 milliards. Et la Cour des comptes européenne, la Cour des comptes a sorti un rapport assez violent, assez dur, pour dire la Commission n'est pas sérieuse. En fait, si on dit qu'il manque seulement 300 milliards chaque année, ça veut dire qu'on espère rattraper tout le temps perdu dans la dernière ligne droite. En général, les documents de la Cour des comptes, c'est des choses qu'on lit le soir pour s'aider à dormir, parce que c'est un peu technique et un peu ennuyeux. Et là, tout d'un coup, ils se sont lâchés, et ils expliquent que, en fait, ça n'est pas sérieux de mettre aussi peu d'investissement dans les 10 prochaines années, parce que ça veut dire qu'on espère rattraper le retard entre 2040 et 2050, et qu'on compte sur un miracle, que tout d'un coup, en 2040, il y aura le budget, que tout d'un coup, en 2043, il y aura l'invention technologique qui change tout.
Et ils disent que ce n'est pas sérieux dans des pays laïques de compter sur autant de miracles dans la dernière ligne droite. Et la Cour des comptes dit que dès 2021, dès l'année prochaine, dans 1 an et 1 mois, il faut trouver chaque année 1100 milliards d'euros à mettre sur la table. 1100 milliards d'euros, c'est colossal. Public et privé, c'est l'argent qu'il faut trouver. Donc voilà pourquoi on propose un vrai plan d'investissement pour arriver à financer ce chantier. Et certains en ont peur, et c'est le grand débat qui est aujourd'hui cet après-midi au Parlement, c'est comment on va arriver à financer ce chantier. Et donc nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'il faut regarder dans notre histoire. Certains disent qu'on n'arrivera pas, que c'est un chantier trop colossal, et on leur dit qu'il y a des gens déjà qui ont réussi ce genre de chantier. Quand on a décidé de faire l'école pour tous, en Espagne ou en France ou en Allemagne, c'était un énorme bazar. Il y a des gens qui pensaient que nos pays n'étaient pas assez riches pour construire des écoles partout, mais en gros, en 20 ans, on a été capable de faire l'école des garçons, l'école des filles, dans tous les villages d'Espagne et de France. Ça a été compliqué, mais en gros, en 20 ans, on y est arrivé. Un autre exemple, c'est quand Kennedy dit « We choose to go to the moon », le grand discours de Kennedy « Nous allons aller sur la Lune »,« We choose to go to the moon », eh bien, il y en a qui pensent que Kennedy a pris un coup de soleil sur la cabesse, que c'est pas sérieux, aller sur la Lune, c'est juste impossible. Mais Kennedy, il a la volonté, il met le cap, il donne un objectif, et il met les moyens. Le budget de la NASA va être multiplié par 15. Les comptables s'arrachent les cheveux, mais le budget de la NASA est multiplié par 15 en 5 ans. Et il crée 400 000 emplois rien que pour aller sur la Lune. Un autre exemple, Madame von der Leyen, la nouvelle présidente de l'Europe, disait aujourd'hui qu'elle s'inspirait du New Deal de Roosevelt. Bravo, c'est un très bon exemple. Le New Deal de Roosevelt, c'est quand Roosevelt arrive au pouvoir en 1933, il y a des millions de gens qui sont au chômage, qui n'ont plus aucun espoir, qui pensent que c'est foutu. Le président sortant n'avait rien fait, le surnom de Hoover c'était do nothing, je n'ai rien foutu pendant 4 ans, et beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de solution. Et Roosevelt, il fait passer 15 réformes en 3 mois, et il met le budget pour créer des millions d'emplois, pour replanter des arbres, pour sauver les forêts. Il met le budget fédéral va être multiplié par 3. C'est colossal. Et il crée un impôt sur les plus riches, il crée un impôt sur les bénéfices des entreprises, il arrive à financer en quelques années, en 4 ans, un budget qui va tripler parce qu'il a des objectifs. Donc nous, ce qu'on dit, je suis membre de la commission du budget, je suis un nouveau député, c'est comme quoi ça peut arriver à tout le monde. Depuis 6 mois, je suis député européen, je suis membre de la commission du budget, je vais être le rapporteur du prochain budget européen, et je leur dis, chiche, bravo, si on veut gagner la bataille du climat, mais il faut faire comme Roosevelt, il faut faire comme Kennedy, il faut y mettre les moyens. Et donc avec Jean et avec d'autres, on se bat depuis plus de 5 ans maintenant pour dire qu'il faut un vrai plan Marshall, un plan d'investissement en Europe et en Afrique. Pourquoi en Europe et en Afrique? C'est parce que nous sommes 2 continents voisins, il y a juste une petite flaque, comme on dit en espagnol, qui nous sépare, et puis l'Europe est le premier responsable des émissions de CO2. C'est pas pour se flageller, c'est pas pour se fouetter, c'est juste pour dire la vérité. Si on fait le bilan depuis 2 siècles, c'est l'Europe qui est numéro 1 comme responsable des émissions de CO2. Parce que depuis 2 siècles, on a eu un fort développement économique et que nous sommes les premiers responsables du CO2 qui est dans l'atmosphère. Et pour le moment, on est un peu protégé. Ça commence, hélas, on souffre aussi. Il y a eu 10 morts en Espagne il y a quelque temps dans les inondations, à Madrid et en Catalogne. Il y a eu 11 morts il y a 2 semaines en France à cause des inondations. Donc l'Europe commence à être touchée. Mais globalement, l'Europe est plus protégée des conséquences que l'Afrique. Alors que l'Afrique a émis très peu de CO2, si on fait le bilan depuis 2 siècles. L'Afrique a très peu provoqué du CO2 et les conséquences sont beaucoup plus graves aujourd'hui en Afrique. Donc pour des raisons éthiques et pour toutes ces raisons, on pense qu'il faut que l'Europe se donne les moyens de changer son fonctionnement et de gagner la bataille du climat sur son territoire et aussi en Afrique. Donc on propose 2 outils dans le pacte climat. Premièrement, c'est dire qu'on veut une vraie banque du climat qui fait que chaque pays, pendant 30 ans, aurait un financement assuré. Là, il y avait un des plus grands économistes anglais qui était à la COP, Nicolas Stern, Lord Nicolas Stern, qui a fait un rapport de référence qui dit combien ça nous coûte de ne rien faire. Les courbes des sociétés d'assurance sont assez impressionnantes sur combien ça nous coûte. Le coût là, il y a eu 10 morts en Espagne, mais il y a eu des milliers de gens dont la maison a été envahie par les eaux. Donc il y a des dégâts colossaux. Et donc Nicolas Stern dit combien ça coûte de ne rien faire. Et il dit il est encore possible de gagner la bataille, mais ça veut dire qu'il faut que chaque pays puisse investir chaque année 2% de son PIB. Ça veut dire que donc on propose de créer une banque du climat, et maintenant tout le monde est d'accord. Il y a quelques années, les gens rigolaient, et maintenant tout le monde est d'accord pour qu'il y ait une banque du climat. Simplement, ce qu'on nous propose pour le moment, c'est une petite banque du climat qui pourrait juste mettre 15 milliards sur la table chaque année pour toute l'Europe. Et que nous, si on reprend les chiffres de Nicolas Stern, 2% du PIB, ça veut dire qu'il faut 300 milliards. Une banque du climat qui est capable de mettre chaque année sur la table 300 milliards pour isoler les maisons, faire des transports en commun, développer les renouvelables.
Donc ça veut dire qu'on a rédigé, avec des grands juristes, on a rédigé un traité européen qui crée la Banque du climat, à partir de la Banque européenne d'investissement, qui dit combien il faut mettre de fonds propres dedans, et qui est comment on contrôle son action. Ce serait la première banque où il y aurait dans le conseil d'administration des scientifiques. On a mis qu'il y avait 4 climatologues, 4 spécialistes de biodiversité, et puis 4 responsables d'ONG qui sont au conseil d'administration de la banque pour vérifier qu'elle tient ses objectifs. Il y a seulement 7 domaines où la banque peut agir. Et chaque pays saurait qu'il a une enveloppe de 2% du PIB. Donc la France aurait chaque année 45 milliards d'euros, l'Allemagne aurait chaque année 60 milliards, l'Espagne aurait chaque année, j'ai oublié, en gros 30 milliards d'euros pour financer la transition. Et on saurait qu'on a de l'argent pendant 20 ans, et donc dans le secteur du bâtiment, on pourrait faire une loi qui dit dans 20 ans, toutes les maisons doivent être isolées, dans 20 ans, tous les théâtres, toutes les écoles, tous les bâtiments publics et privés sont isolés, il y a des financements, et du coup le secteur du bâtiment va recruter. Il y a plein de gens en Espagne qui ont perdu leur boulot quand la bulle a éclaté en 2008 et qui n'ont pas retrouvé de boulot. Et si on crée des emplois dans le bâtiment et dans d'autres secteurs, ils seront bien contents. Donc c'est le premier outil, on le fait à partir de la Banque centrale européenne, en sachant que la Banque centrale a créé des images qui ont sauté. La Banque centrale a créé 2600 milliards d'euros. La Banque centrale a créé 2600 milliards d'euros depuis 4 ans. Et cet argent, pour l'essentiel, est parti à la spéculation. Donc ce qu'on dit, c'est qu'il ne s'agit pas de faire plus de monnaie, mais il s'agit d'utiliser autrement les 2600 milliards d'euros qui ont été créés par la Banque centrale. Un autre outil qu'on propose, c'est un vrai budget européen, parce que c'est très bien de dire aux gens qu'il faut isoler les maisons, mais si vous voulez faire une vraie isolation, en gros c'est 20 000 euros pour faire une vraie isolation. On ne va pas demander à chaque famille, en Espagne ou en France ou en Pologne, de trouver 20 000 euros, même avec des prêts à taux zéro. Donc il faut qu'il y ait des subventions, et on veut que l'Europe puisse dire, si vous isolez votre maison, ou qu'on dise à l'alcaldé du coin que s'il isole toutes les écoles de son village, eh bien la facture va être divisée par 2. Il y aura une subvention de l'Europe qui va diviser par 2 la facture, ce qui va quand même beaucoup aider aussi bien les familles que les petites entreprises ou les collectivités. Donc il faut un budget au niveau européen. On veut un budget pour qu'il y ait des aides pour toutes les familles, pour toutes les mairies. J'ai fait un débat avec Manuela Carmena il y a 2 ans. On était ici avec Manuela Carmena, avec Miguel Moratinos et avec Teresa Ribera. On expliquait qu'il y avait plein de choses à faire à Madrid comme ailleurs, mais qu'il y avait besoin de financement. On disait qu'un tiers des financements pourrait aller directement dans les villes. Donc on veut un budget pour aider les personnes, on veut un budget pour un vrai plan d'investissement en Afrique. La plupart des Africains veulent un niveau de vie qui augmente, ce qui veut dire plus d'énergie. Ils ont envie aussi d'avoir un téléphone comme tout le monde, ils ont envie d'avoir des transports comme tout le monde. Mais si plus d'énergie, ça veut dire plus de charbon et plus de fuel, on est foutu. Donc il faut aider l'Afrique à avoir un développement économique qui ne passe pas par la case fuel, pétrole, charbon. Et l'Afrique a toutes les ressources intellectuelles et physiques. Ici c'est de la biomasse, ici c'est du photovoltaïque, ici c'est de la géothermie, ici c'est de l'éolien. Il y a toutes les ressources, mais il faut aussi des investissements. Donc on propose qu'il y ait un vrai plan d'investissement avec une nouvelle gouvernance, une façon nouvelle d'associer aussi la société civile, qui n'est pas que les gouvernements africains qui décident, mais que les sociétés civiles soient aussi associées à cette gouvernance. On propose qu'il y ait 40 milliards chaque année pour un plan Marshall pour l'Afrique et le tour de la Méditerranée. Et puis 10 milliards pour la recherche, en plus de ce qui existe déjà. On pense qu'il y a déjà beaucoup de solutions qui sont connues, mais il y a encore besoin d'un effort de recherche sur les questions de météo. On a de grands climatologues, Hervé et Jean, qui a évidemment, les climatologues nous ont déjà beaucoup apporté, mais ils ont besoin de moyens pour continuer en tant que tel les études de climatologie. Et puis il y a besoin de recherche pour inventer une voiture qui va consommer moins. Bien sûr, il faut d'abord prendre son vélo. Je trouve qu'à Madrid, on a encore des progrès à faire. Je viens de Bruxelles, et je trouve qu'on circule mieux en vélo à Bruxelles, si j'ai un conseil à vous donner. Donc bien sûr, il faut développer le vélo, il faut marcher à pied, c'est très bon pour la santé. Il faut faire des transports en commun, mais tous, parfois, on a besoin d'une voiture personnelle. Dans mon coin des Pyrénées, il n'y aura jamais de transport en commun dans les petits villages, donc il faut inventer des voitures qui vont consommer beaucoup moins, qui seront beaucoup plus légères, qui vont aller un peu moins vite, mais qui vont consommer beaucoup moins et qui vont consommer des renouvelables. Donc est-ce qu'on est capable de mettre... L'Europe a mis des milliards pour faire la fusée Ariane, et c'est un succès. L'Europe a mis des milliards pour faire Airbus, et c'est un succès. L'Europe a mis des milliards pour chercher le boson de Higgs, une particule élémentaire qu'on cherchait et qu'on a trouvé. Et en cherchant le boson de Higgs, on a découvert, on a inventé Internet et on a inventé les écrans tactiles. On oublie, mais c'est les Européens qui cherchaient le boson de Higgs, qui l'ont trouvé et qui ont inventé Internet et les écrans tactiles. Est-ce qu'on est capable de mettre des milliards pour inventer l'ordinateur qui va consommer moins d'énergie, la voiture qui va consommer moins d'énergie, et améliorer le stockage des énergies renouvelables ou de la recherche en matière agronomique. En Aquitaine ou ailleurs, on aura un problème d'accès à l'eau. Hervé Le Treuil a fait un super boulot sur les politiques d'adaptation
dans le sud de la France. Comment est-ce qu'on va faire? De toute façon, on ne va pas stopper le dérèglement demain. De toute façon, le CO2 qu'on a émis, il va rester dans l'atmosphère. Ce qui se passe dans les 20 ou 30 ans qui viennent, c'est déjà écrit. Notre but, c'est d'agir pour éviter la catastrophe dans 30 ou 40 ans. Mais comment on s'adapte? Il y a aussi besoin de recherche en matière agronomique, en matière sociologie. Donc, on propose un budget chaque année de 100 milliards. On veut 100 milliards de plus. Et j'ai dit, comme rapporteur du budget, que je ne pourrais pas voter le prochain budget s'il n'y a pas 100 milliards de plus. L'année qui vient va être absolument passionnante. Et je ne suis pas le seul à vouloir monter la pression. 40 milliards pour l'Afrique, 10 milliards pour la recherche et 50 milliards pour aider toutes les familles, toutes les entreprises, toutes les collectivités d'Europe. Comment est-ce qu'on trouve cet argent? Pardon, ils ont enlevé l'essentiel. Je découvre le PowerPoint qui a été coupé par des... Je suis désolé. Comment est-ce qu'on trouve 100 milliards? J'ai fini dans une minute. Comment est-ce qu'on trouve 100 milliards sans avoir des gilets jaunes un peu partout? Eh bien, on montre qu'en fait, il n'y a jamais eu autant de bénéfices. Les dividendes explosent, mais en même temps, l'impôt sur les bénéfices a été divisé par 2. Quand j'étais petit, l'impôt sur les bénéfices en Europe était à 45%. 45%. Et puis, depuis que l'Angleterre est rentrée, chaque pays baisse son impôt sur les bénéfices parce que le voisin fait pareil. Et maintenant, on est tombé à 20% d'impôt sur les bénéfices. Alors que les dividendes, les bénéfices non réinvestis, explosent. Donc, c'est quand même incroyable de voir que les bénéfices non réinvestis, le fait qu'il y ait des bénéfices, c'est une bonne chose. Ça veut dire que les entreprises vont bien. Mais la question est de savoir où vont les bénéfices. Est-ce qu'ils sont partagés avec les salariés, ce qui serait très bien? Est-ce qu'ils vont faire de l'investissement pour préparer l'avenir? C'est très bien aussi. Ou est-ce qu'ils vont pour l'essentiel aux actionnaires et sur les marchés financiers? Et hélas, dans tous nos pays, la part des bénéfices qui va aux salariés est très faible. La part des bénéfices qui va à l'investissement ne progresse pas. Et par contre, la part des bénéfices qui quittent l'économie réelle par les dividendes est de plus en plus importante. Donc je vous ai dit, l'impôt sur les bénéfices a été divisé par 2, alors que, c'est vraiment le monde à l'envers, aux États-Unis, depuis Roosevelt, on revient à Roosevelt, l'impôt sur les bénéfices était à 38%. Parce que quand Roosevelt arrive, les caisses sont vides, c'est pareil. Il y avait le même dumping. La Floride baissait son impôt, le Texas baissait son impôt, l'Arkansas baissait son impôt, et les entreprises faisaient du tourisme fiscal, mais il n'y avait pas d'argent pour le New Deal de Roosevelt. Et en 4 mois seulement, Roosevelt a fait un impôt fédéral en disant que ce soit au Texas ou en Floride, vous allez tous payer 38%. Les actionnaires ont grillé, ont grogné pendant 3 mois, en disant que c'était un communiste, que Roosevelt allait tuer l'Amérique, mais Roosevelt a tenu bon, et de Roosevelt jusqu'à Trump, l'impôt sur les bénéfices était à 38% aux États-Unis, 38%, tandis que nous, on est tombé à 20%. Donc on propose de créer un impôt, c'est une idée que Jacques Delors avait déjà mis sur la table il y a 20 ans. Jacques Delors disait, si on veut un budget plus ambitieux au niveau européen, on ne peut pas demander à monsieur et madame tout le monde. Il y a 30% des Espagnols ou 30% des Français qui n'ont pas 1 euro d'économie. Il y a 30% des gens en Europe qui se font engueuler par le banquier tous les mois parce qu'ils sont dans le rouge. Ce n'est pas à eux, les gens qui parlent d'un problème de justice climatique. Il faut la justice climatique, il faut aussi la justice fiscale. On ne peut pas demander à des Espagnols, à des Français ou des Polonais qui n'ont pas 1 euro d'économie de payer. Par contre, on peut demander un effort aux actionnaires. Donc on propose sur les dividendes, il ne s'agit pas d'augmenter le coût du travail, il s'agit de prendre une partie des bénéfices ou des bénéfices non réinvestis. Donc on propose de créer un impôt européen sur les bénéfices de 3%, 4%, maximum 5%, c'est pas la mort. Ça ne touche pas les petites entreprises, ça ne touche pas les artisans, et ça dépendrait de l'évolution du bilan carbone des entreprises. Une entreprise qui fait un effort, qui diminue son bilan carbone, paierait moins d'impôts, et si on a cet impôt, on peut avoir 100 milliards et les créations d'emplois seront massives. Voilà, donc l'évolution sur l'emploi sera massive. Il y a des secteurs où on va détruire de l'emploi, dans le charbon, aussi bien dans les asturies qu'en Pologne. Le but, c'est que dans 10 ans, plus personne ne travaille dans le charbon. Mais avant de perdre leur boulot dans le charbon, il faut que les gens sachent qu'à proximité, à 10 km de chez eux, il y a des vrais emplois qui vont se créer dans le bâtiment, dans les transports en commun, dans l'agriculture, dans les services, et qui porteront un boulot bien payé et intéressant à proximité de chez eux. Donc au total, si on met en place tous ces financements, on pense qu'on peut créer 5 millions d'emplois en Europe. En France, on a le soutien du ministère de l'écologie qui dit que tout ce qu'on propose est sérieux et qu'on peut créer 5 millions d'emplois en Europe. Et puis il y a aussi un effet pouvoir d'achat, je finirai là-dessus, c'est la dimension de justice sociale. J'étais l'autre jour à Grenoble, dans les Alpes, dans le sud de la France. Il y avait là un monsieur qui vivait dans un logement social depuis 20 ans. Il disait, ça y est, depuis 3 ans, on a isolé l'immeuble. C'est quand même beaucoup plus confortable. J'ai beaucoup moins chaud l'été. J'ai beaucoup moins froid l'hiver. C'est quand même beaucoup mieux pour la famille. On a créé des emplois. Et puis moi, il dit, j'ai gagné 800 € chaque année sur mes dépenses de chauffage et de climatisation. Il dit, j'ai fait le bilan, je gagne 800 € pour ma famille sur les dépenses de climatisation et de chauffage. Et ça vaut le coup. Donc il y avait une dimension sociale. Je dis ça parce qu'avec les gilets jaunes,
En France, on a eu l'impression que la question du climat, c'était contre la justice sociale, que qu'il fallait choisir entre le climat et la justice sociale. Et à nos yeux, au contraire, il n'y a pas à choisir, il faut agir pour le climat et pour la justice sociale en même temps. Je m'arrête et on peut commencer le débat si tu veux, Juan Lopez. Muchísimas gracias por las dos presentaciones. Cuando estaban hablando de los recursos económicos, a mí me venía a la cabeza que en España, durante la crisis de 2008, según un reciente informe del Tribunal de Cuentas, nos hemos gastado 66.000 millones de euros en rescatar a la banca, ¿no? Y en las manifestaciones del otro día, los jóvenes decían, el viernes hubo una gran manifestación en Madrid, los jóvenes decían, si el planeta fuera un banco ya lo habrían rescatado, ¿no? O sea que creo que esa es un poco la línea, pero a mí me gustaría empezar el debate yendo un poco más hacia atrás, es decir, bueno, como ha dicho Jen, el cambio climático lo conocemos desde hace mucho tiempo, desde los años 80 prácticamente, ellos los científicos desde antes. En el año 92, en Río de Janeiro, los gobiernos del mundo ya se plantean y aprueban el hacer un acuerdo global contra el cambio climático. Y han pasado 27 años ya, y una reflexión que yo vengo haciendo últimamente es que estamos perdiendo la guerra contra el cambio climático, y creo que tenemos que reflexionar sobre las causas de lo que está ocurriendo, es decir, ¿por qué estamos perdiendo esa guerra? Creo que si no lo hacemos, fracasaremos porque tenemos una urgencia. Tenemos la urgencia de, como dice el IPCC, el panel científico de Naciones Unidas, tenemos una urgencia de 10 años. Es 10 años el tiempo que nos queda para llegar a esa reducción del 50%. Y sin embargo, cuando analizamos los objetivos corporativos, por ejemplo, recientemente la OPEP, la Organización de Productores de Petróleo, hablaba de que su proyección para el año 2030 es aumentar en un 20% su producción, la comercialización de petróleo. Por lo tanto, existe un auténtico choque, diría casi de realidades, ¿no? entre lo que nos está, digamos, reclamando la comunidad científica y lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en estos años. Yo creo que las corporaciones tienen una gran responsabilidad en lo que está ocurriendo, en la falta de acción contra el cambio climático. Creo que a veces se incide demasiado poco en esto, en los grandes responsables. Es decir, últimamente, por ejemplo, ahora en España con la COP25, pues tenemos un bombardeo de información sobre el cambio climático, pero se va demasiado a la acción individual. Y yo creo que se olvida la responsabilidad colectiva y la responsabilidad de los grandes responsables, ¿no? De los responsables corporativos, que a lo largo de estos años han hecho mucho daño a la lucha contra el cambio climático, financiando el negacionismo, obstaculizando los avances en la cumbre, en fin, obstaculizando a través de sus lobbies cualquier avance o normativa legal a nivel nacional o incluso local, como la experiencia que hemos tenido en Madrid, que vaya en contra de la libre utilización de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces creo que esta reflexión no se está haciendo y la quiero plantear aquí. ¿Cuál es su reflexión? ¿Por qué estamos perdiendo esta batalla o por qué, llegados a este punto, todavía en el año 2019, los datos es que el CO2 ha aumentado las emisiones un 0,6%, ¿no? Entonces creo que es necesario reflexionarlo para ser efectivos y tener éxito en el tiempo que nos queda. Oui, merci Juan. Effectivement, quand on regarde, disons, le premier rapport du GIEC, eh bien, pratiquement tout était dit. C'est-à-dire, dans le premier rapport du GIEC, dans les 90, en gros, le réchauffement que nous vivons aujourd'hui, celui qui est envisagé pour la fin du siècle, était correctement, disons, prédit.
Disons, les projections étaient tout à fait correctes. Alors, bien sûr, elles se sont améliorées. Il y a un modélisateur là, qui va nous dire que, bien sûr, elles sont beaucoup améliorées, les modèles se sont améliorés, les données sont beaucoup plus nombreuses aussi. Et puis, le réchauffement climatique a pris le pas sur, vraiment, il est clair maintenant que c'est d'origine anthropique. Donc, il aurait mieux fallu commencer l'action, en fait, dès les années 90, et on n'a pas été loin de commencer cette action. Le protocole de Kyoto était pas mal, conçu. Mais malheureusement, le protocole de Kyoto, qui demandait aux pays développés de limiter les émissions entre 2008 et 2012, de diminuer de 5%, malheureusement, les États-Unis, qui étaient à l'époque le premier pays émetteur, ne s'y est pas engagé. Et puis aussi, eh bien, personne n'imaginait que les émissions de la Chine tripleraient pratiquement au cours des années 2000. Donc, c'est l'échec du protocole de Kyoto. Ensuite, c'est l'échec de Copenhague. Copenhague, c'est l'échec aussi parce que c'est la crise économique. On est en 2009 et la crise économique, c'est 2008. Et j'ai vécu Paris, la conférence de Paris, on l'a vécu comme un signe d'espoir parce que c'était l'universalité. C'était la première fois où un accord était signé par tous les pays, en fait ratifié pratiquement par tous les pays. Alors on savait très bien à l'époque, que les engagements de l'accord de Paris étaient insuffisants, largement insuffisants par rapport aux objectifs. En fait, il faudra multiplier par 3 les engagements de l'accord de Paris pour respecter 2 degrés, par 5 pour respecter 1,5 degré entre 2020 et 2030. Mais ce qui est plus terrible, eh bien, c'est que c'est le retrait des États-Unis, le retrait pratiquement au moins officieux du Brésil, des pays qui traînent des pieds comme la Russie, l'Australie également actuellement. Donc on voit bien que c'est très très difficile. Et, la réussite de la lutte contre le réchauffement climatique ne peut se faire s'il y a une vraie solidarité entre tous les pays. C'est ce qui a pour le moment manqué. Alors, évidemment, on a peut-être, nous, scientifiques aussi, j'ai dit récemment qu'on avait manqué d'une Greta Thunberg dans les années 2000. On n'avait peut-être pas de porte-parole qui faisait porter leur voix assez loin. Mais voilà un peu l'échec. Mais maintenant, sur les entreprises, moi j'ai été très marqué, effectivement, sur ce que tu as dit. En gros, il y a un rapport sur la production des combustibles fossiles qui est sorti aussi il y a une quinzaine de jours, qui montre, rien que si on prend les investissements qui seront dans les tuyaux en termes de centrales à charbon, à fioul ou à gaz, eh bien, on va effectivement vers 50% de production de CO2, d'utilisation de combustibles fossiles, 50% trop par rapport à l'objectif 2 degrés en 2030 et 120% en trop par rapport à l'objectif 1,5 degré. Donc ça veut dire que si on voulait réussir, il faudrait vraiment arrêter des centrales qui sont dans les tuyaux ou qui sont toutes neuves. Voilà, donc on voit bien la difficulté, c'est quand même une vraie difficulté, il faut vraiment désinvestir aussi. Et là, tu as raison, vraiment je crois que les entreprises ont un rôle à jouer qu'elles n'ont pas joué au cours des 30 dernières années. Au contraire, le secteur fossile a tout fait pour effectivement, pour ralentir l'action, avec des actions par rapport à la communauté scientifique et par rapport à, effectivement, il n'y a pas suffisamment, c'est difficile aussi pour eux, il faut les comprendre, c'est pas si simple, mais voilà, il faut vraiment accélérer le désinvestissement par rapport aux combustibles fossiles et des investissements dans les énergies non émettrices de gaz à effet de serre, c'est très clair. Donc les entreprises sont au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique, il n'y a pas que chacun d'entre nous, les États, les gouvernements locaux, tout le monde doit se mettre en action. Sur le poids des lobbies, tu as tout à fait raison. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a un livre qui est sorti, qui s'appelle Perdre la Terre, qui dit que depuis il y a 40 ans déjà, il y avait un consensus des scientifiques, et en 79, il y a 40 ans, un rapport remis à la Maison-Blanche, à la une du New York Times, et puis Ronald Reagan arrive à la Maison-Blanche, et avec lui, c'est les lobbies de Total, c'est de Exxon, et de même que les lobbies des cigarettes, qui passaient leur temps à dire peut-être que ça fait un cancer, peut-être que non, la cigarette, on ne sait pas, et le lobby du pétrole a été aussi puissant et a provoqué sans doute autant de milliers de morts que la cigarette. Mais, et encore, la semaine dernière, la Banque européenne d'investissement a dit qu'elle allait stopper ou diminuer très fortement
les investissements fossiles, et Total était furieux. Total a dit publiquement que c'était une mauvaise décision. C'est quand même incroyable, en 2019, que Total soit encore capable de critiquer une décision qui fait au contraire le consensus de tous ceux qui ont réfléchi. Donc j'avoue que j'ai vu beaucoup de monde depuis 3 ans que je travaille avec eux un peu plus sur les questions de climat, et j'avoue que j'ai vu des dirigeants d'une entreprise pétrolière, c'est les seuls que je n'ai pas envie de revoir. La plupart des gens que je rencontre dans tous les pays, j'ai envie de les revoir. Il y a juste une rencontre dont je suis sorti absolument éclairé par leur degré de cynisme. Ces gens-là sont complètement aveugles et la seule chose qui compte, c'est les stock options. Ils ont sur leur ordinateur le prix de leurs actions. On a l'impression qu'ils sont devenus complètement cyniques. Donc, face a ces logos avancés. Pero déjame preguntarte una cosa, porque yo el otro día con unos directivos de una petrolera, yo les dije, el problema sois vosotros, y ellos me dijeron, porque quiero saber tu opinión, ¿no? Y ellos me dijeron, no, el problema sois vosotros. Nosotros lo que hacemos es poner en el mercado el producto que vosotros nos demandáis. D'abord, il y a des gens qui n'ont pas le choix. En France, on l'a vu avec les Gilets jaunes, il y a plein de gens qui disent « moi je n'y peux rien, je n'ai pas de transport en commun dans mon village ». Quand le mouvement des Gilets jaunes a commencé, j'étais dans la campagne à 40 km de Lyon, invité par les maires ruraux, les maires des petits villages qui nous soutiennent et qui disent « mais honnêtement, chez nous, on n'a pas le choix. Tous ceux qui ont un travail, ils sont obligés de prendre la voiture et de faire 40 km tous les jours pour aller à Lyon et 40 km le soir, et avec les bouchons, ils ont voilà. » Donc, c'est pas qu'ils ont envie de polluer, c'est pas qu'ils ont envie de dépenser 300 € tous les mois dans l'essence, c'est juste qu'il n'y a pas de transport en commun, qu'il n'y a pas de voiture légère et qu'il n'y a pas d'Internet à haut débit pour travailler à distance. Mais les gens disent, si on nous mettait des transports en commun, ou si on nous donnait des voitures plus légères, ou si on pouvait travailler à distance avec Internet, peut-être qu'on irait seulement 2 jours par semaine à Lyon pour le travail, et qu'on ferait 3 jours chez nous. Donc voilà. Et donc juste, la plupart des Gilets jaunes, c'est pas qu'ils ont envie de détruire la planète pour leurs enfants, c'est juste qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de changer. Mais après ça, je pense qu'il faut réguler les choses. La fin de l'esclavage, on n'a pas demandé aux gens qui vendaient des esclaves de se réguler. Il y a eu des lois qui ont dit on ne peut plus vendre un être humain. Voilà. Donc il y a des moments où il faut agir par la loi. En France, le ministre a démissionné, Nicolas Hulot. Pourquoi il a démissionné? Il a dit je m'entends bien humainement avec Emmanuel Macron. On voit bien qu'il y a une inertie du pouvoir qui est monstrueuse. Il a dit, et puis il y a des lobbies qui bloquent tout. Il a dit il y a des lobbies qui bloquent tout. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un lobby citoyen. J'étais à Madrid, comme toi, vendredi dernier, dans une grande manifestation. C'était une manifestation joyeuse, non violente. Il y avait des jeunes, il y avait des vieux, il y avait des gens qui ont fait toutes les manifs depuis 30 ans. Il y en a, c'était la première fois qu'ils allaient dans la rue. Mais je trouve qu'il faut aller dans la rue. C'est la seule chose que je sais en espagnol. C'est un vers de Gabriel Zelaya, je crois. A la calle, ya es hora de mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. C'est la seule chose que je sais en espagnol. Allons dans la rue, il est temps de montrer avec nos corps que puisque nous vivons, nous annonçons quelque chose de nouveau. Et je pense qu'il faut effectivement avoir tous les moyens possibles de non-violence. Il faut une stratégie, toi tu es député, je suis député aussi, il faut que les députés fassent leur travail au Parlement en Espagne comme au Parlement européen, mais il faut aussi que les citoyens face au lobby, face à Total, face à Exxon, face à ceux qui disent on peut entendre, il faut que les députés fassent leur boulot et aussi qu'il y ait des citoyens qui nous aident. Je pense que on a beaucoup parlé de la fin du mur de Berlin, il y a 30 ans le mur de Berlin est tombé, c'est parce que les citoyens sont allés dans la rue. Si on avait attendu que les grands chefs décident de la fin du mur, le mur de Berlin serait encore là. Donc je pense qu'il faut en même temps qu'on fasse nous nos boulots. Je suis très heureux qu'il y ait une alliance entre Podemos et le PSOE en Espagne. Je pense que la question du climat va être une de vos priorités. De même, et je crois que le mouvement citoyen, il commence à porter ses fruits. Je suis peut-être moins pessimiste que toi quand tu dis qu'on est en train de perdre la bataille. J'en parlais avec un ami climatologue ce matin qui dit « je suis moins pessimiste qu'il y a 4 ans ». Parce que quand Greta est dans la rue, il y en a qui pensent qu'elle est folle, mais il y a des gens qui se disent « elle a raison ». J'étais l'autre jour à Bruxelles en débat avec Nicolas Hulot devant 800 personnes dans la plus grande salle de Bruxelles, et au premier rang, il y avait le ministre de l'économie bruxellois, qui est un libéral, et qui disait « honnêtement, le climat, il y a 3 ou 4 ans, je ne m'intéressais pas trop ». Et puis il y a eu toutes les semaines en Belgique, il y a des jeunes, les Youth for Climate, qui sont toutes les semaines dans la rue. Et du coup, le ministre a dit, j'ai lu votre petit livre, il a dit devant tout le monde, j'ai lu le petit livre de Jean Jouzel et Pierre Larouturou, je pensais que tous les chiffres étaient faux, il dit, je l'ai lu en une nuit, le ministre de l'économie. Je pensais que tous les chiffres étaient faux, quand on explique que la Banque centrale a créé 2600 milliards, même le ministre de l'économie pensait que c'était faux, il n'avait pas l'information. Donc il dit, je croyais que tout était faux, j'ai demandé à mes services de vérifier, et comme tout est vrai, il faut qu'on rassemble tous les partis sauf l'extrême droite autour du projet. Et maintenant, en Wallonie, il y a une coalition de 3 partis, les socialistes, les libéraux et les écolos, et une de leurs priorités, c'est le pacte climat, de mettre au niveau européen le pacte climat. Donc je suis peut-être un peu moins pessimiste, il y a une inertie qui est monstrueuse, il y a des lobbies qui vont continuer, mais je pense qu'il y a plein de gens qui
qui ne se sont jamais intéressés à l'action collective et qui se mettent en mouvement parce qu'ils comprennent que pour le climat, on a un petit nombre d'années pour agir. No, no me malinterpretes, yo no soy pesimista, yo solamente digo que si no miramos para atrás y si no vemos los datos y vemos que este año 2019 hemos seguido aumentando las emisiones y si no miramos para atrás y reflexionamos sobre qué hemos hecho mal, no vamos a poder cambiar. Y creo que esa reflexión es necesaria. Esta mañana, en un encuentro que hemos tenido de los partidos verdes, decía el representante del Climate Action Network, decía que en cierto modo le daba la impresión, analizando las negociaciones en la COP25 y las cosas que están pasando en la COP25, él decía, tengo la impresión de que los negociadores viven en una burbuja completamente ajena a la realidad. Esto lo decía el cabeza de la mayor network de organizaciones ecologistas, ¿no? Viven porque efectivamente hay un clamor popular, hay un clamor ciudadano en la calle diciendo hay que tener mucha más ambición, hay que tener mucha más voluntad política. Y lo que nos estamos encontrando a día de hoy, es miércoles, la cumbre acaba dentro de 2 días, lo que nos estamos encontrando a día de hoy es que la voluntad política, la ambición no ha aumentado. No hay países que estén mostrando mayor voluntad y bueno, los negociadores están discutiendo sobre el artículo 6. Es un tema muy interesante sobre los mercados de carbono, pero no responde a la demanda de la gente, ¿no? Y creo que si no, y pensábamos esta mañana, reflexionábamos, hace falta un salto cualitativo, es decir, el actual proceso de las negociaciones nos está llevando a una muerte lenta. Es como la rana, y perdón por parecer pesimista, no lo soy, pero creo que si no damos una patada al tablero de alguna manera, no sé cómo. Nosotros lo intentamos en Copenhague en 2019 y acabamos todos en la cárcel, pero si no de alguna manera se da una patada al tablero y se pone sobre la mesa, se expone la responsabilidad que tienen los Bolsonaros, los Trump del mundo. Es brutal lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos un negacionismo que es un negacionismo político, no es un negacionismo científico, es un negacionismo puramente político y oportunista de la extrema derecha, en el sentido de que ellos precisamente lo que buscan es que mientras la mayoría defendemos la lucha contra el cambio climático, ellos se atrincheran en posiciones políticas cómodas diciendo eso es una mentira, eso es una milonga, y así llegan a un sector de la población, ese sector que o bien no puede o bien no quiere hacerle frente, y bueno, pues esos son temas que tenemos que abordar y que tenemos que afrontar, ¿no? No desde el pesimismo, sino desde la búsqueda del éxito, desde mi punto de vista. Pardon, mais je crois qu'on est d'accord sur les conclusions, c'est que, enfin, je sais pas, mais de toute façon on est là pour débattre. Moi je pense qu'avec Trump et Bolsonaro, c'est très très compliqué d'avoir un accord au niveau international. Raison de plus pour que l'Europe avance. L'Europe est numéro 1 pour les émissions depuis 2 siècles, on a une vraie responsabilité. L'Europe est la première puissance économique mondiale, on n'a jamais eu autant d'argent disponible. Je dis que la Banque centrale a créé 2600 milliards depuis 5 ans, mais là ça y est, elle recommence. Mario Draghi et Christine Lagarde ont dit qu'on avait créé 240 milliards dans l'année qui vient. Ça y est, ça commence depuis le 1er novembre. De nouveau, on a 20 000 millions chaque mois, 20 000 millions qui arrivent. Et de nouveau, on sait que si on ne fait rien, 90% va partir à la spéculation. Donc c'est très concret. Moi, comme négociateur du budget, je l'ai dit le jour à M. Dombrovskis, j'étais un des députés européens qui auditionnait celui qui est responsable du financement du Green Deal. Je lui ai dit, vous nous dites que peut-être on aura une banque du climat qui va mettre 15 000 millions chaque année. 15 000 millions, c'est bien, c'est mieux que rien. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus, sachant qu'en même temps, la Banque centrale européenne va créer 240 000 millions chaque année. Et Dombrovskis n'a aucune réponse. Donc il faut fermement, le jour où on a fait un événement avec beaucoup de climatologues à Paris, il y avait 1000 personnes à Jussieu, il y a un climatologue qui disait « Je me réveille la nuit à cause de ce problème du climat, il faut vraiment qu'on agisse ensemble, des gens très différents, des économistes, des gens qui font la politique, des gens qui n'en ont jamais fait. Il disait « Il faut mettre de l'intelligence, de la bienveillance et de la fermeté. » De l'intelligence parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas compris.
Il y en a qui n'ont jamais vu un rapport du GIEC, il y en a qui continuent à se protéger. C'est comme quand le médecin vous dit que vous êtes malade, il y a d'abord une phase de déni. Il y a d'abord besoin d'intelligence, besoin de bienveillance. Si on explique que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous sont stupides, si on dit que Merkel et Macron sont des gros stupides, ça ne va pas les aider à réfléchir. Donc de la bienveillance, mais de la fermeté. De la fermeté, ça n'est pas rigolo, ça n'est pas pour rire, ça n'est pas pendant 15 ans. Les décisions qu'on veut, c'est dans les 6 mois qui viennent au niveau européen. Si on pense qu'avec Trump et Bolsonaro, rien ne se passera, c'est à l'Europe de lancer un mouvement. Et si l'Europe lance le mouvement, peut-être que le Japon fera pareil un an plus tard, que la Chine suivra, et ça se joue dans les 6 mois qui viennent. Madame von der Leyen a dit qu'elle voulait une loi dans les 100 jours. Elle a dit que d'ici l'été, on aurait le financement. Il faut le tenir. Comme ça, il y aura un effet d'entraînement pour la prochaine COP à Glasgow. Si, avant le mois de juin, l'Europe avance avec des choses très ambitieuses et très concrètes, très financées, y compris One Net Rio dont tu parlais, sans doute de Cannes, est d'accord avec cette stratégie. Et pourquoi il faut aller dans les 6 mois qui viennent sont fondamentaux? Parce qu'il y a une urgence climatique. Chaque année qui passe s'aggrave. Parce que c'est le calendrier politique. Et parce que, comme économiste, je pense qu'on va vers une nouvelle crise financière. Je n'ai pas apporté tous mes graphiques, mais quand on voit le niveau de dette aux États-Unis, quand on voit l'évolution de la dette en Chine, quand on voit le niveau de spéculation, la dernière fois qu'il y a eu une crise financière, les marchés financiers étaient montés à 14 000 points aux États-Unis. 14 000. Ils sont maintenant à 28 000. Voilà. Donc, la plupart des économistes pensent que ça va péter bientôt. Donald Trump fait tout pour prolonger parce qu'il a des élections en novembre prochain, mais maintenant une majorité d'économistes pensent que ça peut péter n'importe quand. Et on sait que si on a une crise financière, et même le FMI, maintenant, en 2005, moi j'avais fait une grève de la faim pour dire qu'on allait vers une crise financière. Il y en a qui avaient rigolé, comme Dominique Strauss-Kahn, qui disait que je m'inquiétais pour rien, et d'autres comme Michel Rocard qui m'avait soutenu en disant c'est vrai, on va vers une crise financière. En 2005, on n'était pas très nombreux. Tandis qu'aujourd'hui, la Bloomberg vient de sortir une enquête, Bloomberg, auprès de 270 économistes, qui disent la majorité des économistes pensent que ça va casser dans l'année qui vient. Et s'il y a une énorme crise financière, et le FMI nous dit que la prochaine crise peut être 10 fois plus grave. Dans le journal Les Échos, la phrase qui était reprise en gros, en exergue, c'était « D'après le FMI, la prochaine crise financière peut être 10 fois plus grave qu'en 2008 ». Donc si on n'est pas capable d'avoir des victoires importantes, on parlait du Tchétchénéry, il disait « Le Front progressiste se divise et il va de recul en recul, il faut qu'on se rassemble pour obtenir des victoires ». Et dans les 6 mois qui viennent, je pense qu'il faut dire à Mme von der Leyen « Chiche, vous avez dit aujourd'hui que c'était votre ambition, chiche ». Nous, dès la semaine prochaine, on va retourner à Bruxelles voir les conseillers de von der Leyen. Et je pense qu'il faut qu'on leur explique, qu'on dise c'est possible, il y a de l'argent, c'est possible, l'agriculture c'est possible, les transports c'est possible, et en même temps qu'il y ait une pression citoyenne et qu'on se donne un objectif, c'est pas dans 6 ans, c'est dans 6 mois. Et moi, j'ai passé la matinée avec des jeunes au lycée français. Là, tout à l'heure, il y avait des jeunes venus de 15 pays qui avaient une énergie fabuleuse. Et les jeunes, je pense qu'ils vont réveiller aussi leurs parents. Il y a plein d'adultes qui ne croient plus à la politique, il y a plein d'adultes qui éteignent la télé. Et quand c'est leurs enfants qui reviennent et qui leur racontent des choses, ça les remet en mouvement. C'est ça qui me rend un peu optimiste, c'est le fait que beaucoup de gens comprennent la gravité et que les jeunes nous obligent à passer à l'action. Bueno, pues vamos a dar la palabra al público. No sé si alguien quiere intervenir. Por ahí hay una palabra pedida. Si os pedimos que seáis breves y así da tiempo a más intervenciones. Cogeremos 2 o 3 y luego responderemos desde la mesa. ¿Quién? No veo más. No veo más. Buenas tardes. Yo quisiera comentar por qué las grandes fortunas y la banca no pagan 1% y hay dinero más que suficiente para el cambio climático. Por otro lado, por qué se actúa de manera muy individualista, continente, cuando los países más ricos son los que más contaminan, endeudan a los países pobres y los países pobres y los ciudadanos a pie somos los que tenemos que pagar todo este coste que me parece que es injusto y que por otro lado no apoyan lo que es el cambio climático ni Estados Unidos, ni China, India, los países más contaminantes. Lo que tiene la industria del litio viene del Tíbet, en Bolivia. Es que es un sinsentido, para mí es todo descabellado. Muchas gracias. No veo más intervenciones, entonces aquí hay otra. Bonsoir, merci. Alors, c'est pas une question, simplement, je crois qu'on ne peut pas parler que de lobby. Je pense qu'il y a vraiment une vraie responsabilité aussi des gouvernements.
Alors je vais donner deux exemples, je vais en prendre un en France qui est mon pays, puis je vais en prendre un en Espagne qui est aussi mon pays d'adoption. En France, il y a 40 ans, moi j'ai eu l'occasion d'être dans une ville de France qui s'est malheureusement illustrée par un épisode de profanation de tombe qui est assez connu, qui est Carpentras. C'est aussi le jardin de la France, c'est là qu'on fait pousser les légumes et les fruits. Il y avait un train. On a d'abord fermé le train aux voyageurs pour ouvrir évidemment la possibilité de faire des navettes en autocar très coûteux, ou bien effectivement encourager les gens à ce moment-là à prendre leur voiture en utilisant une autoroute, parce que la gare du TGV elle est qu'à Avignon, alors tout ça induit des déplacements. Et alors où vraiment la connerie a atteint son paroxysme, et je suis obligée d'utiliser ça pour la brute à discours, c'est qu'en plus on a supprimé également le train de marchandises, c'est-à-dire celui qui emportait les primeurs de ce jardin de la France. Voilà. Ça, exemple d'absurdité d'une décision gouvernementale et purement politique et mercantile. Et alors l'autre exemple espagnol qu'il faut quand même donner, parce que c'est une vraie tarte à la crème, moi quand on me l'a dit, j'ai cru que c'était une chiste. C'est l'impôt sur le soleil. Un pays comme l'Espagne avait jusqu'il y a 2 ans un impôt sur le soleil. Alors, il n'y a pas de mots pour qualifier cette démarche. Je ne sais pas dans quel esprit tordu a pu naître une idée aussi stupide et folle. Parce que l'Espagne a pris un retard considérable. Elle a un ensoleillement de 365 jours par an, enfin, j'exagère peut-être un peu, mais bon. Ou du moins une luminosité, parce que c'est même pas le soleil qu'il faut pour faire marcher les panneaux photovoltaïques. Leur nom l'indique, c'est des photos. C'est pas des UV. Alors, vraiment, il ne faut pas que les gouvernements s'exonèrent de leurs responsabilités. Depuis 40 ans, il y a des décisions absurdes qui sont prises. Et je crois qu'on peut faire renaître l'espoir, c'est vrai. Alors, je vais quand même donner une note optimiste à mon intervention. C'est quand même qu'il y a des pays qu'on vient critiquer, on vient critiquer l'Inde. L'Inde a quand même dépollué le Gange. Ça, tout le monde ne le sait pas. Mais c'est une très, très importante décision. Alors, c'est pas fini, c'est pas parfait, mais au moins, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Il y a quand même des États qui se réveillent. Mais il y a quand même des États qui font des choses horribles. Enfin, je pense le Liban qui déverse une véritable presqu'île de merde et d'ordures dans le Méditerranée. Et personne ne dit rien, personne ne fait rien. C'est scandaleux. Merci. Muchas gracias. Bueno, yo le voy a, para ilustrar que sí que tiene mucho que ver los lobbies, el freno que vivió España en el tema de energías renovables fue brutal. España llegó a ser el segundo país de Europa, después de Alemania, en desarrollo de las energías renovables. Y bueno, efectivamente se le puso freno por una serie de cuestiones, pero fundamentalmente la razón por la cual se frenó el desarrollo de las energías renovables en España fue porque las empresas eléctricas habían invertido mucho en plantas de gas. Y entonces el desarrollo de las renovables a principios del siglo XXI fue tan importante, sobre todo de la energía eólica, hubo tanta introducción de eólica en nuestro país, en menor medida de energía solar, pero sobre todo de eólica, que hizo que esas inversiones no pudieran ser amortizadas. Y entonces esas empresas influyeron en el gobierno español del momento, el gobierno del Partido Popular, para frenar la entrada de renovables en la red, porque no podían amortizar las inversiones que se habían realizado en gas. Es decir, que efectivamente estoy completamente de acuerdo. Yo creo que solamente podremos poner freno al cambio climático, desde mi punto de vista, si hay gobiernos valientes que son capaces de enfrentarse a los intereses corporativos. Porque en este caso, claramente lo que se hizo fue seguir sus intereses. Entonces, el impuesto al sol no fue más que la última consecuencia de toda una serie de medidas que se fueron tomando para impedir, efectivamente, en el país del sol y del viento, impedir el desarrollo de la energía solar. Fue un suicidio como país, un suicidio económico, un suicidio ambiental, un suicidio social, porque se perdieron el orden de 50.000 empleos. En un momento en el que a mí me decían, por ejemplo, ingenieros de empresas españoles que iban a Estados Unidos a montar parques eólicos, y era un orgullo para un país como España que no lidera en demasiados frentes industriales,
el enseñar a los ingenieros americanos a construir parques eólicos era un orgullo. Y eso se frenó. Se frenó efectivamente por decisiones políticas cobardes que digamos, se remitían a los intereses corporativos. No sé si queréis hacer alguna reflexión ya terminando una última réflexion. Pour compléter, pendant la première question, c'est fou, il y a de l'argent et on n'utilise pas, c'est bien notre objectif, c'est de dire qu'il y a de l'argent, effectivement. La Banque centrale a créé 2600 milliards, 2600 000 millions d'euros, c'est colossal. Donc il faut que cet argent aille au bien commun, il faut que cet argent aille créer des emplois pour le climat et la biodiversité. On peut demander un effort aux actionnaires. Sur la question du train de nuit, c'est fait. Moi je me souviens quand j'étais petit, on allait dans les Pyrénées depuis l'Est de la France en train de nuit, et c'était voilà, au lieu de prendre la voiture, et on a coupé les trains de nuit, on a coupé les trains de marchandises, on s'étonne qu'il y ait trop de camions sur les autoroutes. Un autre exemple, c'est pour aller de Paris à Barcelone. Le jour de mes fils, il avait eu le bac, il voulait aller en vacances avec les copains, et il m'a montré que l'avion était beaucoup moins cher de Paris à Barcelone, l'avion est beaucoup moins cher que le train. Alors qu'il y a un TGV et que c'est très agréable, on prend le train, voilà. Mais parce que le kérosène ne paye pas de taxes. Si vous prenez votre voiture, si vous faites le plein pour aller au boulot, vous payez, en France on paye 60 centimes de taxes, 60 centimes de taxes pour un litre d'essence. Par contre, le kérosène, il n'y a pas du tout de taxes. Et donc, l'avion est artificiellement moins cher que le train. C'est juste stupide. Il faudrait au contraire mettre plus de taxes, sauf des exceptions. C'est des gens qui en ont absolument besoin ou qui vivent dans le mille. Donc, on peut avoir un truc intelligent, mais on ne peut pas continuer à développer l'avion. Donc, je pense qu'il faut une volonté politique. Encore une fois, l'esclavage, la fin de l'esclavage, c'est pas en comptant sur la bonne volonté des négriers. Il y a eu un combat politique, il y a eu une décision. L'amiante en France, plus personne ne peut construire un immeuble avec de l'amiante. Il y a une loi qui dit que vous ne pouvez plus vendre une maison s'il y a de l'amiante. Et donc je pense qu'il faut d'abord parler au débat. Et donc c'est pour ça qu'on reprend l'idée du grand philosophe Habermas, le grand philosophe allemand, Jürgen Habermas, dit que l'Europe va mourir si elle n'a pas un nouveau projet et que l'Europe va mourir si elle a peur des citoyens. Il propose que les prochains traités européens soient approuvés par un référendum le même jour dans tous les pays d'Europe, un référendum pan-européen, en disant il faut qu'on redonne la parole aux citoyens. Et quand Habermas a dit ça, au début, il y a eu un grand silence en Allemagne, parce que depuis la fin du nazisme, il n'y avait pas eu de référendum. Mais finalement, les dirigeants allemands, de droite et de gauche, et les écolos ont dit après tout, si c'est la même semaine ou le même jour dans tous les pays d'Europe, ça aurait du sens. Et bien nous, on voudrait qu'au mois d'octobre prochain, le 9, le 10, le 11 octobre, il y ait un référendum, qu'on se batte que dans les 6 mois qui viennent, il y ait des décisions, et qu'au mois d'octobre, après l'été, il y aura eu des canicules, et que les gens puissent voter. Est-ce que oui ou non, vous voulez qu'on mette l'argent de la Banque centrale au service du climat et de la biodiversité? Est-ce que oui ou non, vous voulez qu'il y ait une taxe sur le kérosène, sauf exception? Une autre idée, c'est pour obliger les banques et les assurances à stopper les investissements fossiles, on voudrait qu'il y ait une loi FATCA climat. La loi FATCA, la première loi FATCA, c'était aux États-Unis quand Barack Obama a voulu faire la transparence des banques. C'était pas pour le climat, c'était pour éviter l'évasion fiscale. Et Barack Obama, c'était un an de combat parce que les banques étaient furieuses. Mais Barack Obama fait passer la loi FATCA qui dit qu'aucune banque ne peut travailler aux États-Unis si elle n'est pas totalement une banque de Suisse, une banque de Liechtenstein, une banque de Singapour, est obligée d'être transparente pour le fisc américain si elle veut pouvoir travailler, avoir un client aux États-Unis. Sinon, c'est une amende qui la tue. Et il a fait passer la loi FATCA. Et donc nous, on propose qu'il y ait une loi FATCA climat. On dit à Mme von der Leyen, bravo, vous voulez une loi climat. Et bien, un des éléments, c'est obliger toutes les banques et les assurances, premièrement, être transparentes. Que toutes les banques qui veulent travailler en Europe doivent dire où sont leurs investissements, premièrement. Deuxièmement, stopper les nouveaux investissements fossiles. Et d'ici 5 ans, avoir nettoyé tout leur bilan. Que tout ce qui était fossile, en 5 ans, elle se désengage et qu'elle met tout sur le climat. Et c'est tout à fait possible. Obama l'a fait, ça n'a pas été facile, ça a été 1 an de combat, mais donc je pense qu'on peut être nombreux à se réunir autour d'un certain nombre de solutions. Il n'y a pas de baguette magique, mais il n'y a pas de fatalité. Et si on avait ces financements massifs, si on oblige les banques et les assurances à stopper les investissements fossiles et à mettre tout vers les renouvelables et l'efficacité énergétique, si on met l'argent de la Banque centrale dans une vraie banque du climat, si on demande un effort aux actionnaires et qu'on a 100 000 millions de budget, 100 000 millions de budget climat chaque année au niveau européen, on pourra aider les familles, on pourra aider les villages à faire des travaux d'isolation, et on peut agir par la loi et dire que dans 20 ans, tous les bâtiments doivent être isolés. Et ça crée une dynamique, et ça crée des emplois. J'ai vu dans le pays que le chômage recommence à augmenter en Espagne depuis 3 mois. Même l'Allemagne est à 2 doigts de la récession. Donc le modèle libéral, il est catastrophique à tout point de vue. On a été reçu par le pape François au Vatican, le jour de Jean Jouzel, et le pape, qu'on soit croyant ou pas croyant, je vous invite à lire le texte du pape Laudato Si, qui est très beau, et qui explique que tout est lié, qu'il faut entendre en même temps le cri de la terre et le cri des pauvres, qu'il faut agir en même temps pour la justice sociale et pour la justice climatique,
On lui dit qu'il avait tout à fait raison. Et il y a un moment où il faut qu'on provoque un sursaut. On ne va pas dans 20 ans se retrouver pour faire le même débat. Donc il y a un moment, il faut accoucher. Quand le bébé est là depuis 9 mois, il y a un moment, il faut accoucher, sinon pour le bébé et pour la maman, ça va mal finir. Et là, ça fait 30 ans qu'on dit qu'il faut une nouvelle société, pour des raisons sociales, pour des raisons climatiques, pour des raisons démocratiques. Et je pense que les mois qui viennent, on a une opportunité là au niveau européen. Je pense qu'il faut qu'on agisse avec force. Merci. Pues entonces con este mensaje optimista terminamos. Creo que efectivamente tenemos todavía tiempo, poco, cada vez menos. Creo que no podemos pararnos, creo que no podemos pensar que las cosas van a resolverse si escondemos la cabeza debajo del ala y hacemos la estrategia del avestruz. Hay que hacer frente a este problema, hacen falta planes, hacen falta gobiernos valientes, pero la buena noticia del debate de hoy es que hay esperanza y por lo tanto con eso nos vamos, pero depende de la acción y también de la presión social, de la presión que ustedes, ciudadanos y ciudadanas, pueden ejercer sobre los políticos y sobre las empresas para que esto cambie y para que pongamos freno a este problema. Muchas gracias al Instituto Francés, gracias Jean, gracias Pierre y nos vemos pronto.